Maryville, au Missouri, est une petite ville du Midwest américain. En 1990, elle fut confrontée à un problème de taille, l'industrie grandissante de la fabrication de méthamphétamine. Pour mener leur enquête à terme, les détectives devaient obtenir l'aide de quelqu'un de l'intérieur. Christine Elkins avait été arrêtée pour avoir vendu cette drogue. En échange de la protection de la police, elle accepta de dissimuler un magnétophone sur elle pour rencontrer son fournisseur. Le 26 juillet 1990, sous le regard vigilant des enquêteurs, Elkins rencontra Tony Emery chez lui. Dès qu'elle franchit le seuil de sa porte, Emery eut des soupçons. Il la saisit vivement et commença à la fouiller. Il menaça de la tuer si jamais elle le trahissait. L'agent Mike Schmitz de l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, dirigeait cette enquête. À son retour, elle était très inquiète. Elle nous a dit qu'il se doutait qu'elle portait un micro et qu'il a tenté de le trouver. Elle était bouleversée. Christine craignait pour sa sécurité. Les agents lui conseillèrent de ne plus revoir Tony. L'enregistrement obtenu par la jeune femme était indéchiffrable. Pour porter des accusations contre ce fabricant de drogue, les agents ne devraient compter que sur le témoignage de Christine. Quelques semaines avant la déposition de Christine, les policiers reçurent un appel de sa mère. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis quelques jours et s'inquiétait pour elle. Les policiers fouillèrent sa maison mais ne trouvèrent aucune trace de lutte. Sa voiture, une Oldsmobile marron, n'était plus dans l'allée. Pour cette enquête, les policiers de l'État du Missouri travaillaient en collaboration avec l'ATF. Voici l'enquêteur Larry Bodenhammer. Au moment où Christine a disparu, l'enquête a changé de cap. Nous nous demandions où elle se trouvait, ce qui lui était arrivé. Il nous fallait découvrir si elle était partie de son plein gré ou si au contraire quelque chose de grave lui était arrivé. Les enquêteurs interrogèrent les amis et les connaissances de Christine. L'une d'entre elles déclara qu'elle l'avait vue vers 22 heures le soir précédant sa disparition. Christine lui avait demandé de s'occuper de son fils pendant quelques minutes parce qu'elle devait rencontrer quelqu'un. Elle lui avait alors dit que si elle ne rentrait pas très vite, on la retrouverait sans doute à la morgue. Personne ne l'avait revue depuis. Les agents de l'ATF et les policiers avaient de bonnes raisons de croire que Tony Emery avait joué un rôle dans cette disparition. Mais sans indice du crime, on ne pouvait prouver son implication, même s'il avait un mobile évident. 3 semaines plus tard, un agent de l'agence américaine antidrogue basée au Colorado donna un tuyau aux policiers de Maryville. Un fabricant de méthamphétamine menacé d'être écroué dans une prison fédérale était prêt à parler en échange d'une peine réduite. Il détenait des informations à propos du meurtre d'une délatrice de Maryville. Tout portait à croire qu'il s'agissait de Christine Elkins. Des policiers de Maryville se rendirent au Colorado accompagnés d'agents de l'ATF pour interroger James Witt. Ce dernier fabriquait des méthamphétamines pour Tony Emery et son cousin Herb. Il avait entendu les 2 hommes parler du meurtre d'une informatrice au Missouri. Witt accepta de rencontrer Herb et d'enregistrer sa conversation avec lui. Les autorités espéraient ainsi obtenir les détails entourant ce meurtre et peut-être retrouver le corps de Christine Elkins. 3 mois après la disparition de Christine, Witt rencontra Herb Emery dans le stationnement d'un restaurant. Les agents écoutaient leur conversation depuis une voiture garée à proximité. Witt déclara à Herb qu'il devait se débarrasser d'un cadavre et qu'il avait besoin de ses conseils. Ce dernier lui dit que la meilleure façon de se débarrasser d'un corps était de le mettre dans le coffre d'une voiture et de l'abandonner au fond d'une carrière de pierre. C'était un bon point de départ. À l'aide d'une carte très précise des lieux, ils identifièrent toutes les carrières de pierre assez profondes pour qu'on puisse y dissimuler une voiture. Le Midwest américain est une région où l'on trouve énormément de calcaire et il y a des centaines de carrières. Pour mieux cibler leurs recherches, les policiers devaient se mettre dans la peau des tueurs. Quand on conduit la voiture de la victime et que son corps se trouve dans le coffre, quel sera notre comportement ? On évitera certainement de parcourir une trop grande distance et on voudra éviter de tomber en panne. Au moment de la disparition, c'était la saison des pluies. Il était donc risqué de rouler à travers champs à cause du danger de s'enliser dans la boue. Les policiers établirent un secteur de recherche d'un rayon de 120 km. Mais le nombre de carrières à fouiller s'élevait encore à plusieurs centaines. Au cours des mois qui suivirent, ils les fouillèrent systématiquement. Malheureusement, leurs recherches furent vaines. Pour l'ATF, la police d'État du Missouri et celle de Maryville, les Emery étaient des hommes dangereux. On ne disposait cependant pas de preuves pour les faire inculper de meurtre.
ont mis sur pied une escouade spéciale chargée de trouver la meilleure stratégie pour les neutraliser jusqu'à ce qu'on puisse procéder à des accusations d'homicide. Les agents fédéraux firent de nouveau appel à James Witt, cette fois-ci pour procéder à une vente de méthamphétamine. Après avoir convenu d'un lieu de réunion, Herb et Tony Emery rencontrèrent Witt. Tony Emery donna alors $20 000 à Witt en échange de plusieurs kilos de drogue. Les agents assistèrent à toute la scène. Ils firent irruption dans la pièce et procédèrent à leur arrestation. Au cours de l'été 1991, Herb et Tony Emery furent accusés de complot pour entreposage et vente de drogue. Ils furent tous deux condamnés à 9 ans d'incarcération dans un pénitencier fédéral. Une fois les Emery en prison, les autorités purent se concentrer sur la disparition et l'homicide possible de Christine Elkins. Selon l'enquêteur Randy Strong de la police de Maryville, il était risqué de trouver Tony Emery sur son chemin. Les gens vivaient dans la peur de Tony Emery. Les témoins de ces crimes refusaient de nous aider ou se désistaient tout simplement. Ils ne voulaient pas parler par crainte des représailles. Une fois les cousins Emery derrière les barreaux, les policiers espéraient que leurs complices n'auraient plus peur de parler. Ils trouvèrent enfin une piste. Au cours de sa conversation enregistrée avec James Witt, Herb Emery avait mentionné le nom d'un troisième homme présent lors du meurtre. Bobby Miller, un ami de Herb, vivait au Colorado. Les enquêteurs tentèrent de l'interroger, mais n'obtinrent rien de sa part. Même en prison, les Emery avaient encore un lourd ascendant sur leur entourage. Les policiers ne savaient plus dans quelle direction aller. Ils réexaminèrent attentivement le dossier pour y trouver un indice qui aurait échappé à leur attention et leur permettrait d'établir la culpabilité des Emery dans le meurtre de Christine. Ils trouvèrent les relevés téléphoniques de Herb Emery. Au moment de la disparition de Christine, Herb avait fait un appel téléphonique à Bobby Miller. Apparemment, ce dernier avait loué une camionnette près de Maryville au cours de la soirée où Christine avait été vue pour la dernière fois. Cela pouvait indiquer qu'il était impliqué. Maintenant, il fallait le faire parler. En septembre 1996, soit 6 ans après la disparition de Christine, les policiers rencontrèrent Miller de nouveau. Ils lui offrirent leur protection en échange de son témoignage. Son avocat lui conseilla d'accepter l'offre. Miller reconnut alors qu'il se trouvait à l'extérieur devant la propriété de Herb Emery le soir de la disparition de Christine Elkins. Il l'avait vu entrer dans la maison. Herb et Tony l'y attendaient. En entendant des cris, Miller fut pris de panique et il s'enfuit. Les enquêteurs se doutaient bien de ce qui avait pu se produire ensuite. Mais sans corps, il serait difficile, voire impossible, de faire inculper les Emery. 7 années s'étaient écoulées depuis la disparition de Christine Elkins. L'ATF et les services de police du Missouri et de Maryville disposaient du témoignage de Bobby Miller qui disait qu'elle avait été assassinée, mais rien n'étayait ses déclarations. Le temps commençait à manquer. Les 2 suspects, Tony et Herb Emery, allaient bientôt être remis en liberté conditionnelle. Les autorités étaient déterminées à les empêcher de sortir de prison. Ils examinèrent chacun des aspects de leur dossier. On décida de fouiller un peu les antécédents de leur entourage. Dana Kleiser n'était pas directement reliée aux Emery ni à leur trafic de drogue. En fait, les enquêteurs ne l'interrogèrent que pour une raison. Il avait déjà fréquenté la sœur de Tony. Selon Kleiser, Tony Emery s'était rendu à sa ferme le soir de la disparition de Christine. Il avait réclamé un peu d'essence, puis demandé à Kleiser de lui indiquer où se trouvait la rampe de mise à l'eau la plus proche. Kleiser connaissait Emery de par sa réputation et il prit soin de ne lui poser aucune question. Il le conduisit à une rampe de mise à l'eau sur le Missouri. Tony lui demanda de l'attendre à quelques kilomètres de là. Cette information laissait croire que c'était peut-être à cet endroit que se trouvait la voiture de Christine et son cadavre. Nous avons alors compris que nous devions chercher son corps dans les eaux de la rivière Missouri. Il y avait eu cependant une importante inondation en 1993. Je me souviens très clairement m'être dit que le corps de Christine était sans doute déjà dans le golfe du Mexique à cause de cette crue. Il y a en permanence de puissants courants dans le Missouri capables de déplacer des objets de la taille d'une voiture sur de grandes distances. Ces courants sont devenus encore plus puissants lors de la crue de 1993.
La rivière s'est alors transformée en un véritable torrent et a causé des dommages de plusieurs millions de dollars. Encore une fois, les chances de trouver quelque chose étaient minimes, mais c'était la seule piste des enquêteurs. Pour inculper les cousins Emery, ils devaient absolument retrouver la voiture de Christine. Ils firent appel à un organisme à but non lucratif, NecroSearch International. Les scientifiques de cet organisme, basé au Colorado, participent régulièrement à la recherche d'indices et de tombes clandestines. Lorsque Clark Davenport, expert en géophysique judiciaire, arriva près de la rampe de mise à l'eau, il avait déjà recueilli quantité d'informations. Avant de prendre les mesures magnétiques, nous avons pris en compte la marque et le modèle de la voiture. Et nous avons demandé au manufacturier quelle était la quantité de métal dans le moteur. Nous nous sommes également informés sur la vitesse des courants de la rivière, la nature de son lit ainsi que les crues qui avaient eu lieu après la disparition de la voiture. Nous avons estimé le temps que le véhicule a pris pour s'enfoncer dans l'eau. Fort de ces informations, les experts de NecroSearch fouillèrent les eaux dans une aire d'environ 4 km autour de la rampe de mise à l'eau. Ils utilisaient un magnétomètre, un instrument en forme de torpille qui mesure les variations magnétiques. Cet instrument est placé à plusieurs mètres de la surface de l'eau et donne un relevé toutes les 2 secondes. Il peut aisément identifier de grosses masses telles que les voitures. En conjonction avec des satellites de positionnement, il permit aux experts d'identifier 5 masses anormales dans le lit de la rivière. Ces anomalies concordaient à celles qu'aurait laissées une voiture de cette dimension. Le lendemain, les enquêteurs revinrent à la rampe de mise à l'eau avec une équipe de plongeurs. Ces derniers durent lutter contre le courant pour fouiller les 5 sites indiqués par Clark Davenport. Quelques heures plus tard, un plongeur remonta à la surface avec une plaque d'immatriculation du Missouri en main. Envers et contre tout, les détectives avaient enfin trouvé la voiture de Christine Elkins. Ça a été un moment incroyable. C'était un peu comme si nous avions vu l'épée d'Excalibur surgir des eaux. L'émotion que nous avons ressentie était très intense. Nous nous rapprochions du but. On allait enfin pouvoir clore l'enquête. Les plongeurs attachèrent des câbles à la voiture pour la sortir des eaux de la rivière. Elle fut ensuite remorquée à un garage de Maryville pour y être examinée. À l'intérieur, on découvrit un morceau de bois fixé entre le siège du passager et l'accélérateur. Dans le coffre, les experts trouvèrent des ossements enveloppés dans un sous-tapis. Le médecin légiste effectua des radiographies. Il put confirmer qu'on avait enfin retrouvé les restes de Christine Elkins. L'autopsie révéla un gros trou dans le crâne, ce qui démontrait qu'on lui avait administré un coup avec un objet contondant. Apparemment, on avait battu Christine à mort. Les enquêteurs avaient maintenant assez d'indices pour faire accuser les cousins Emery de meurtre. Tony a sans doute découvert que Christine devait témoigner contre lui. Il lui a offert de l'argent pour qu'elle prenne le large. Elle le craignait trop pour le contredire. Mais quand elle s'est rendue chez lui ce soir-là, elle a compris que les Emery avaient d'autres plans pour elle. Dès qu'elle est entrée, Tony et Herb l'ont attaquée. Tony lui a asséné le coup fatal à la nuque à l'aide d'une lampe de poche. Les 2 hommes ont ensuite enveloppé le corps de la victime dans le sous-tapis avant de le mettre dans le coffre de sa voiture et de se rendre jusqu'à la rampe de mise à l'eau. Tony s'est alors servi d'un bout de bois pour coincer l'accélérateur et il a envoyé la voiture dans les eaux de la rivière. Herb Emery s'est reconnu coupable du meurtre. Il a été condamné à 22 ans d'emprisonnement. Tony Emery a été jugé coupable de meurtre au 1er degré. Il a été condamné à l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À Maryville, les autorités policières connaissaient le nom de la victime et ils disposaient de suspects. Ils ont quand même dû travailler pendant 7 ans pour retrouver son corps.